La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente et plus encore. L'avantage de la vieillitude, c'est qu'on a en fait un peu de recul. Alors souvent, on se dit que mettre nouvelle formule sur un produit, etc., ça peut paraître comme étant une innovation, même si généralement, c'est surtout la preuve d'un constat d'échec. Nous sommes désormais en 2024, soit 5 ans après 2019 et notre première émission. Désolé, je n'ai pas de nouvelles formules pour vous, même si naturellement, tout au long de l'année, il y aura des nouvelles innovations dans notre émission. Bienvenue sur le plateau des Plus Encore, le magazine des professionnels de la finance et de la gestion de patrimoine, une émission diffusée sur LinkedIn, sur YouTube, sur H24 Finance et sur Et Plus Encore. Une émission qui a vocation à vous être professionnellement utile. Allez, j'espère qu'on va à nouveau vous en apporter la preuve. Générique. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Non, je n'ai pas de nouvelle formule pour vous. En revanche, j'ai un petit message de la part de Lorraine, de Nadine, de Georges, d'Arthur, de Tony, d'Alexis et des autres. Bref, de la part de toute l'équipe des Plus Encore pour vous souhaiter une bonne année. Ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on parlera marché financier, mais également marché immobilier. Voici le sommaire. Elle sera là, fidèle au poste. Nadine Trémolière pour son point marché, ce sera dans quelques instants. L'homme dans l'actu, lui, nous parlera immobilier et du lancement de sa nouvelle SCPI EPK. C'est Jean-François Charrier, directeur général d'Accipit Real Estate Partners. Le journal décalé de Georges Delataille, évidemment, où on fera un point notamment assez business. Ce sera après Jean-François. Notre débat, c'est le G3 Bourse où l'on va s'interroger pour savoir s'il faut prendre ses bénéfices après une fin d'année 2023 absolument tonitruante. Pour répondre à nos questions, Jean-Louis Delay de Crédit Mutuel Asset Management, Éric Bertrand, directeur des gestions d'Ophi Invest AM et Frédéric Leroux de Carmignac Gestion. Et puis, il sera avec nous en fin d'émission à l'affiche Stéphane Vontron, le nouveau directeur de la distribution France de Natixis Investment Manager. Voilà pour le sommaire. On attaque tout de suite avec le point marché. Le point marché avec fidèle au poste Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions. Nadine, on va commencer, si vous le voulez bien, tout de suite à rentrer dans le vif du sujet en jouant avec le jeu des couleurs. 2022 fut une année noire. 2023, on va regarder les chiffres, mais on a tous un peu le sentiment que c'était une année rose comme ma chemise. Quelle couleur vous prévoyez pour 2024 ? Un peu entre les deux, gris-rose. Ok, au-delà de la blagouille. On regarde dans cette séquence tous les mois 2 tableaux, un tableau sur les actions et un tableau sur les taux. À votre avis, on se focalisera plutôt sur lequel en 2024 ? Les taux. De toute façon, ça fait 2 ans qu'on se polarise sur les taux, donc je pense pas que 2024 fera exception à cette règle. Ok, alors justement, les taux, on les regarde de suite. On regarde les chiffres. Donc là, on a les taux fin 2022, fin 2023, les 2 derniers mois. Imaginez-vous dans une exposition. Je vous demande de regarder ce tableau. Qu'est-ce qui vous inspire ? Ce qui nous inspire, c'est qu'effectivement, les taux courts ont monté et que les taux longs ont baissé. Ce qui est quand même relativement étonnant dans l'environnement actuel. Avec des différences toutefois sensibles entre l'Europe et les États-Unis, puisque on le voit clairement, le 10 ans américain débute à 3,88 et finit à 3,88, alors que le 10 ans allemand commence à 2,57 et finit à 2,02. Ce qui est pas inintéressant de savoir, c'est que le 10 ans américain, il a évolué entre 3,30 et 4,99. On a presque touché les 5% sur le 10 ans. Donc déjà, on a eu une très forte volatilité sur cet indice-là. Il finit, on va dire, la fin de l'année, il y a eu ce petit rallye obligataire qui fait qu'il n'a pas visuellement bougé. Mais dans l'ensemble, on a quand même eu plutôt des hausses des taux aux États-Unis sur la partie taux longue. Il faut dire que l'économie, c'est aussi le reflet de l'économie. L'économie américaine a été très résiliente, voire même au-delà de ce qu'on imaginait. Rappelez-vous, il y a 1 an,
On disait quoi sur l'économie américaine? On disait globalement, allez, récession peut-être pas, mais ralentissement certain. On attendait une croissance autour de 0,3. On a autour de 2,5. C'est ça que reflètent les taux. En Europe, par contre, on a effectivement ce ralentissement attendu. On l'a bien eu. Est-ce que c'est une vraie récession? Est-ce que c'est juste, on va dire, un ralentissement? Et les taux sont en train de baisser pour acter le fait que on s'attend maintenant à des baisses des taux en 2024. Ok, avec, on va le dire quand même, 2 mois de folie en octobre et en novembre. On avait débouché les bouteilles de champagne avant Noël. Exactement. Un petit peu trop d'euphorie, on va dire, un petit peu. Je parlais de petit papa Powell et pas de petit papa Noël qui est venu effectivement mettre un peu de, on va dire, de confetti dans les marchés. Et on est en train de le payer en ce moment. Ok, on regarde tout de suite maintenant la partie action avec, on le voit, des performances qui sont très positives, tirées par à la fois la situation sur les taux d'intérêt et la situation sur les résultats des entreprises. Une exception, la Chine, qui est en baisse. Je voudrais vous entendre sur un changement qu'on a fait cette année dans nos tableaux. On a plutôt tendance à plaider pour la stabilité, mais pour autant, cette année 2024, on a fait un changement avec le remplacement du MSCI Emerging Market comme indice de référence que l'on a remplacé par le Nasdaq Composite. Pourquoi il est important de regarder le Nasdaq en 2024 ? Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Nasdaq a progressé. Alors si on prenait, là on a pris le Nasdaq Composite, on aurait pu prendre le Nasdaq 100 qui a progressé de 55% l'année dernière. Donc on voit que ça a été un driver très important pour la hausse des marchés, notamment des marchés américains. On ne peut pas passer à côté de le regarder régulièrement. En revanche, l'emerging market, je pense que c'est une classe d'actifs qui peut être intéressante en 2024. Mais on voit à quel point elle est très drivée par la Chine, puisque la composition de la Chine, même si elle a un peu baissé au cours du temps, est quand même toujours, on va dire, un gros tiers. Donc regarder la Chine, c'est à peu près regarder les marchés émergents. Ok, juste sur le Nasdaq Composite, dans les idées qu'on a pour le suivre, on a une idée quoi qui est plutôt sectorielle avec le biais techno ou plutôt taille d'entreprise en se disant c'est vraiment les plus large cap que l'on a pour voir si c'est le marché qui tire le marché. Pour l'instant, c'est très clairement la techno de grande capitalisation. Voilà, c'est ça qui a été je crois que la performance cumulée des 7 magnifiques, là, les 7 magnifiques sociétés qui ont représenté 80%, je crois, à elles 7. Et on tirait globalement tous les marchés. Donc c'est évident qu'alors on a mis le Nasdaq Composite parce que effectivement c'est l'indice le plus courant. On aurait pu mettre le 100 aussi. Ok. Maintenant on va passer au résultat de notre allocation équilibrée. Déjà petite question toute bête de sémantique. Équilibré, ça peut tout dire et rien dire. Donc on a choisi celle-là. Vous en avez d'autres. Grosso modo, si on regarde la gradation et le nom de vos différentes allocations pour s'y retrouver, c'est quoi? De façon classique, on a un prudent, un équilibré, un dynamique, un offensif. Alors peut-être que dans la sémantique, comme pour reprendre un petit peu vos termes, on s'apercevrait que notre équilibré est peut-être un petit peu plus prudent parce que ça correspond aussi à la typologie d'investisseurs que l'on a. On a quand même des investisseurs qui ne veulent pas forcément prendre trop de risques. Donc pour rentrer sans trop rentrer dans les détails, on a une volatilité qui est plutôt proche, on va dire, d'un prudent. Volatilité annuelle environ de 3,5, qui nous classerait pour certains plus dans le prudent. Donc on va dire, allez, notre équilibré, c'est plutôt un prudent plus. Ok, donc on le voit avec aujourd'hui 45% sur le fonds en euros, 20% d'actions, 10% d'immobilier, 10% de private equity et 15% de fonds obligataires datés. On voit aussi les chiffres et on voit ce qui est en bas des chiffres, c'est-à-dire le bilan de l'année après 2 mois champagne. On finit à 3,5%. Ça, c'est une performance avant de frais de gestion du contrat. Et surtout avant revalorisation du contrat en euros. Alors, expliquez-moi. Voilà, jusqu'à maintenant, on prenait globalement la moyenne des fonds euros de l'année dernière, qui était autour d'un 80 à 90. Donc nous, on se base et on incrémente ce fonds en euros tous les... Ok, donc tous les mois, quand on regarde la performance, sur la partie fonds en euros, on prend la performance de l'année passée. Exactement. Donc cette année, on a commencé à avoir quelques taux. On voit qu'on est plutôt sur des niveaux entre 3, 3,5, qu'on va avoir des bonus constitués par le fait qu'on a plus de 50% du C. Donc on risque d'avoir des fonds en euros qui vont peut-être nous rapporter, allez, on va dire en moyenne entre 3,5 et 4. Donc ça va rajouter 1% de performance à notre profil. Comment commence cette performance? On sait qu'on a eu un gros pet. Oui, on a eu un gros pet constitué par l'immobilier, très clairement. Il nous coûte environ 1,5% sur ce profil-là. Donc, on aurait dû faire autour de 5,5, 6, ce qui est plutôt une bonne année. Donc ça, l'immobilier, ça a plutôt pas très bien fonctionné. Qu'est-ce qui a plutôt foiré? Qu'est-ce qui a plutôt bien fonctionné? Les actions, encore une fois, et les fonds datés.
N'oublions pas les fonds datés. On a des performances qui sont à double digit, donc à plus de 10%, ce qui est quand même relativement extraordinaire compte tenu de la volatilité sur ce marché-là. Donc là, on a bien bénéficié de cette baisse des taux et de cette baisse des spreads de crédit. On n'en a pas parlé quand on a parlé du marché des taux, mais effectivement, on a quand même une baisse très forte des spreads de crédit qui nous bénéficie dans tous les produits obligataires. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a foiré d'autre? La Chine. La Chine, très clairement, on a gardé une exposition sur un marché émergent parce qu'on pensait que après 3 ans, on va dire, de baisse continue de la Chine, on aurait peut-être un rebond. On a un marché très peu valorisé, donc il y a peut-être un potentiel de rebond dessus. On l'a mal vu et puis ça nous a un petit peu coûté. Ok. Mouvement faramineux en novembre, en décembre. Ça vous donne envie de changer le portefeuille ou la stratégie, ça va être wait and see? La stratégie, comme je vous le disais, on est un petit peu défensif dans un marché qui est un petit peu plus fragile après la hausse qu'on a eue en novembre-décembre, on l'a déjà souligné. Donc voilà, on part début d'année comme cela, on a une bonne diversification dans plusieurs types de classes d'actifs, on est plutôt confortable, donc on n'a pas fait de changement majeur. Merci beaucoup Nadine Trémolière. Tout de suite, un homme dans l'actu. L'homme dans l'actu, c'est Jean-François Charrier. Je l'aurais reçu le mois dernier, j'aurais dit directeur du développement d'Accipit Real Estate Partners. Désormais, je vais dire directeur général d'Accipit Real Estate Partners. Jean-François, félicitations. Première question que j'ai envie de vous poser. À la rentrée scolaire, on est donc en septembre, on ne parlait que de ça. C'était la baisse des prix de port des SCPI et la crise immobilière. Et pourtant, c'est à ce moment-là que vous prenez la décision de lancer votre première SCPI qui s'appelle EPK. Alors, avec un peu de recul, est-ce que vous vous dites que vous étiez fou? On pourrait le penser. Moi, je pense que la folie aurait été de ne pas lancer cette SCPI EPK parce que, bien évidemment, enfin tout le monde l'a bien compris, on est sur un timing parfait et aujourd'hui, se priver de cette opportunité d'investir dans une période où les taux nous permettent d'acheter des rendements bien meilleurs, aurait été dommage. Donc peut-être une folie, mais c'est un petit peu l'ADN de notre société. On aime bien se lancer des défis. Alors, défi justement, donc dans cet environnement qui est un environnement compliqué, on va dire, avec des opportunités, c'est votre analyse. Vous annoncez donc en septembre que vous lancez une première phase de collecte par des sponsors pour collecter les 20 premiers millions d'euros de capitaux. Donc, quelle a été la réaction et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur cette première phase? Écoutez, on est très content en tout cas du retour de nos partenaires puisque les 20 millions ont été effectivement collectés. Ils ont été collectés un petit peu plus vite que nous l'avions imaginé puisqu'on a fermé cette enveloppe début décembre. Et donc, ça nous a permis de pouvoir acheter nos premiers actifs dès la fin 2023, donc parfaitement dans le timing. Alors, question, la distribution se fait par des conseillers en gestion de patrimoine. Tout à fait. Comment vous leur avez pitché EPK? On est allé les voir pour leur expliquer que la SCPI, contrairement à ce qu'on pouvait lire ici ou là, c'était loin d'être mort et qu'au contraire, il y avait aujourd'hui un vrai intérêt à se positionner sur ce marché parce qu'on achète des taux bien plus intéressants que ce que l'on achetait il y a encore quelques mois. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est de se dire que dans une allocation d'actifs SCPI, il est bon d'avoir des SCPI qui ont différents profils. La nôtre, je pense, est un petit peu différente des autres. Alors, en quoi elle est différente? Parce qu'en fait, on dit aujourd'hui SCPI, mais on voit bien qu'il y a des différences de typologie entre SCPI. Il y a des SCPI qui se spécialisent sur des classes d'actifs, par exemple comme la logistique, comme le bureau. Il y a des classes d'actifs qui ont une approche plus large. Vous, votre choix, il a été fait en faveur de quoi? Nous, on est parti d'un postulat très simple, c'est que il faut rien s'interdire. Et donc, nous pensons qu'un cahier des charges trop strict, trop restrictif, ne nous permettrait pas de saisir des opportunités sur les marchés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des opportunités sur tous les marchés, dans la logistique, dans le bureau, dans le commerce, dans le résidentiel, et s'interdire d'aller chercher une petite pépite ici ou là, ce serait dommage. De la même manière, les marchés sont très hétérogènes, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Irlande, aux Pays-Bas. Tous ces marchés-là sont différents. Il faut donc pouvoir se positionner sur les marchés au bon moment, dans le bon timing. Et donc, on s'est donné comme objectif d'avoir une SCPI diversifiée au maximum,
tant sur le plan sectoriel que sur le plan géographique. Jean-François, dans votre pitch, vous m'avez parlé de l'état du marché immobilier, vous m'avez parlé de l'utilité d'une gestion de portefeuille SCPI pour une clientèle particulière. Vous m'avez pas donné de chiffres, alors je vais vous les demander. Vous êtes allé les voir, les distributeurs, avec, sur le produit, quel objectif de performance en termes de taux de rendement? Alors, il faut rester raisonnable. Le taux de rendement annoncé, c'est 5,50. OK. En termes de TRI, vous aviez un objectif? Oui, on s'est donné un objectif d'un point de plus, donc 6,5. Alors, intéressant, parce que dans les débats qu'on a pu avoir, c'était à partir de quel niveau de rendement on peut collecter. Donc, vous nous dites que les 20 millions, vous les avez levés rapidement avec un objectif de 5,50. 20 millions ont commencé à être investis où, et surtout, je vais vous dire, ce qui m'intéresse le plus, c'est avec quel taux de rendement sur les actes en main, sur les actifs que vous avez acquis? Alors, on a acheté effectivement 4 actifs, plus exactement 4 opérations, une en France, 3 en Europe, en Espagne, aux Pays-Bas, avec une prochaine, je l'espère, en Irlande. Le taux moyen acte en main de l'ensemble du portefeuille est 7,70. OK. Dans le pitch, il y a un truc aussi que vous m'avez pas dit, mais comme j'étais à votre conférence de presse au mois de septembre, je le sais, c'est que cette SCPI n'a pas de frais d'entrée. Et je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur ce sujet-là, parce que on voit bien que sur le marché de la SCPI aujourd'hui, il y a des sujets autour de la liquidité. Ne pas avoir de frais d'entrée, c'est un argument pour le client. Est-ce que ce n'est pas un risque en termes de liquidité? 2 petites choses avant. La première, c'est que nous souhaitions que la totalité des versements de nos clients soient investis en immobilier. Et donc, pour cela, il fallait qu'effectivement, sur 200 € de prix de part, les 200 € aillent à l'investissement immobilier. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur une SCPI sans frais, très souvent, vous avez des frais de sortie, des frais de retrait anticipés, d'accord? C'est ce que nous avons mis en place, évidemment, avec une petite différence, puisqu'on est assez innovant dans ce domaine-là. On a fait des frais de retrait dégressifs sur 6 ans, de 6 à 0%. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre à votre question plus directement, moi, je considère que la liquidité, elle vient essentiellement du fait que vous avez une performance digne d'intérêt de votre SCPI, et vous pouvez remarquer que, notamment les SCPI un peu plus récentes, certes, mais qui ont des rendements relativement élevés, n'ont pas de marché secondaire aujourd'hui. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que la granularité de l'investissement est le plus important. Je parle des investisseurs cette fois-ci. Quand vous avez des institutionnels, des compagnies d'assurance qui prennent des montants relativement importants, le jour où ils ont besoin de liquidité et qu'ils sortent, ils vous bloquent le marché secondaire. Donc il est très important pour nous d'être le plus diversifié possible en termes d'investisseurs, et c'est ce que l'on a fait, puisque sur nos 20 millions d'investissements, ce ne sont que des investisseurs particuliers. Les CGP vous connaissent bien. Votre parcours SCPI, on vous a connu à l'UFG, pour ceux qui se rappellent. On vous a connu également chez Fiducial Gérance. Vous êtes arrivé chez Accipit Real Estate Partners en 2021. On connaît un peu moins cette structure. Oui, on la connaît moins forcément, d'abord parce qu'elle est très jeune, elle a 3 ans, même si en 3 ans on a sorti 4 fonds, avec plutôt un bel accueil de nos partenaires CGP, des fonds Value Add notamment. Après, nous sommes adossés à un groupe qui lui a 15 ans, qui s'appelle Aquila Asset Management, qui gère 1,5 milliard, qui est très connu dans le monde de l'institutionnel, pas forcément dans le monde du retail, mais si je dois vous donner un exemple de notre savoir-faire, notre expertise, c'est par exemple l'Apple Store des Champs-Élysées, puisque c'est Aquila qui a participé à cette magnifique opération. Allez, vous n'échapperez pas à ma dernière question. C'est la première émission de l'année, donc c'est celle où on fait des bilans et où on regarde les perspectives. Vos objectifs de collecte sur EPK en 2024, c'est quoi? Je vous donne ce qui me ferait plaisir ou ce qui est raisonnablement imaginable? Allez, raisonnablement imaginable. Je pense que si nous sommes à 100 millions, 120 millions de capitalisation à la fin de l'année 2024, on sera très content. Ça veut dire qu'on aura fait une centaine de millions de collectes. Et ça, nous serions très contents de le fêter avec nos partenaires. Merci beaucoup Jean-François Charrier d'avoir été avec nous pour nous parler donc des premiers pas de cette nouvelle SCPI EPK. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille. La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le journal décalé.
Jean-François, commençons ce journal décalé avec la fiscalité. On sait que c'est un point très important pour les épargnants français et c'est un argument de poids pour les CGP. Côté lisibilité, avouons-le, on a peu de chances de gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques, par exemple. La fin de la loi Pinel, elle va s'arrêter au 31 décembre prochain. En revanche, aucune idée si elle sera remplacée, prolongée. On verra bien. Que dire de certains revirements? En 2019, Bruno Le Maire lance en grande pompe le plan d'épargne retraite, donc horizon d'investissement lointain. Et pourtant, moins de 5 ans après, les règles du jeu changent déjà. Il est amputé. Amputé de quoi? De tous les PER pour les mineurs. Vous n'avez plus le droit d'avoir un PER pour un mineur. Pour l'anecdote, quand on regarde la dernière déclaration de patrimoine de Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il croit tellement dans son produit le PER qu'il n'en a pas. Bon. La fiscalité, elle peut aussi changer par négligence. Vous vous rappelez certainement de la dernière loi des finances qui a été adoptée dans la douleur par le 49.3. Mais le gouvernement, lui, il avait oublié une chose. C'est qu'avant d'être à l'Assemblée avec le 49.3, elle était passée par le Sénat. Et le Sénat, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait modifié l'abattement fiscal pour les locations Airbnb en diminuant fortement cet abattement de 71 à 30% avec un plafond de recettes à 15 000 euros et même en réduisant cet abattement de 50% dans les zones rurales. L'ancien gouvernement, il était contre, mais il l'a laissé dans la loi. Et à cause de toutes les différentes règles parlementaires, ce n'est pas modifiable dans l'État. Bref, ça devient quand même très compliqué pour les CGP de proposer à leurs clients des visions à long terme alors que la fiscalité change tout le temps. Ouais, Georges, soyez pas défaitiste, on pourra avoir une médaille, celle du bazar ambulant. Non, plus sérieusement quand même, une idée comme ça, notamment suite à des échanges avec les politiques, parce que les épargnants et leurs conseillers, ils veulent de la stabilité, mais ils veulent surtout de la visibilité. Et les politiques, eux, ils veulent pouvoir changer les choses pour pouvoir assumer leurs décisions politiques. Or, en fait, la visibilité, ça n'interdit pas le changement, ça empêche juste une chose, c'est de travailler n'importe comment. Vous n'avez pas tort. J'ai un second sujet pour vous, le non-coté, un produit très, entre guillemets, à la mode chez les CGP, mais qui est actuellement fortement décrié par certains défenseurs des épargnants, notamment la FEDER et son président Guillaume Brache sur l'obligation d'en avoir dans le PER dans tous les profils. Vous n'avez pas d'invité dans l'émission d'aujourd'hui sur le non-coté. Je vous propose donc de prendre le relais et de faire un petit point. Les cessions sont en chute dans le non-coté, une chute de 27%, alors que les investissements baissent de 25%. Conséquence logique, on vend moins, on investit moins. Du coup, le dry powder, qui est la poudre sèche, les sommes non investies augmentent énormément en atteignant 1500 milliards. C'est-à-dire qu'un tiers des encours de private equity sont aujourd'hui pas investis. Parallèlement, les valorisations baissent. Il y a une méthode qui est généralement utilisée par les entreprises, que vous connaissez par cœur, qui est l'EBITDA. En moyenne, la valorisation en EBITDA en private equity a baissé de 12% en 2023 pour atteindre en moyenne 11 fois l'EBITDA. Bref, plein de signaux qui sont pas hyper encourageants et qui incitent la plus grande prudence des CGP pour choisir les bons produits pour leurs clients. Alors là-dessus, je vais vous faire deux remarques. Puisqu'on parle de la FEDER, il y a un débat sur les performances des produits de private equity, entre d'un côté les performances des instituts, qui sont celles véritablement que l'on mesure, où les capitaux sont appelés au fur et à mesure, et les produits particuliers où la levée de fonds se fait en une fois. Et d'ailleurs, ça a un impact sur cette fameuse poudre sèche, dont on pourrait constater qu'elle peut être choisie. J'ai de l'argent, mais j'attends avant de l'investir pour avoir de meilleurs valos. Mais aussi, elle peut être subie. Autrement dit, j'ai de l'argent, j'arrive pas à avoir des dossiers que je mets en face. La deuxième remarque que je voudrais vous faire, elle n'est pas liée au private equity, mais elle est liée au CGP, parce que j'ai vu dans le mercato que vous faites et que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux et plus encore, qu'il y avait pas mal de rapprochements dans le secteur, et le niveau des valos serait intéressant à regarder au vu notamment des perspectives futures de business. Oui, et justement, je vois parler du marché de l'épargne. On est début 2023, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais on peut déjà regarder les tendances. Les Français ont été prudents en 2023. Rien qu'au second semestre, ils auraient épargné 32,2 milliards d'euros. Le livret A et le fameux LDDS ont, eux, dépassé les 500 milliards d'encours. De janvier à novembre, ils avaient collecté quasiment 37 milliards, 36,9.
a priori, les comptes à terme afficheront un résultat encore supérieur à la fin de l'année. En dehors de ces produits bancaires, dans la collecte, qu'est-ce qu'on a? Le podium, il était historiquement occupé par l'immobilier, avec bien entendu la résidence principale, mais aussi avec tout l'immobilier d'investissement comme les SCPI. La collecte nette des SCPI, pour mémoire, c'était 10 milliards en 2022. Elle est en chute forte en 2023. Elle était à 5 milliards à la fin du troisième trimestre et elle devrait bon an mal an rester à 5 milliards pour l'année. On verra les chiffres du quatrième trimestre, mais a priori, le marché était au point mort ou au quasi au point mort en collecte. Autre produit phare, l'assurance vie. Là aussi, la collecte se rapproche de zéro. Et même, elle devrait probablement être négative si on retire le PER. Tous ces mouvements de marché, ils nous ouvrent une question. Est-ce que finalement, le modèle actuel des CGP, qui est très assurantiel, n'est pas à remettre en cause? Est-ce qu'un CGP qui aujourd'hui ne propose presque pas d'offres bancaires ne devrait pas changer et s'ouvrir un peu plus en 2024? Sûrement, de gros décalages de marché, effectivement, par rapport à ce qu'on a connu dans les années précédentes. Sauf qu'en réalité, sur les offres bancaires, on n'est pas tout à fait sur les mêmes niveaux de REM, donc les volumétries doivent être différentes. D'ailleurs, ça sera intéressant un jour qu'on essaie d'organiser sur ce plateau un débat avec différents acteurs, justement un débat très orienté business. Avec grand plaisir, on va organiser ça. En parlant de rémunération, allons en Europe, quasiment tous les mois, on va en Europe, avec les derniers résultats de l'étude de l'ESMA sur le coût moyen des produits d'investissement. Bonne nouvelle pour les épargnants, moins bonne nouvelle pour les conseillers, les coûts moyens baissent. Cette baisse est assez clé dans une période inflationniste, avec une baisse des rendements. Si on regarde un peu plus en détail, ils baissent pour tous les types de produits. Un des objectifs de la politique européenne et entre autres de l'ARIS était une transparence des frais. Pourquoi? Pour les faire baisser. Peut-être qu'on constate les premiers résultats. On voit en tout cas assurément qu'au niveau européen, la value for money n'est plus un projet, mais bien quelque chose de monitoré. Et sur le sujet d'ailleurs, je me permets une remarque, c'est que comme c'est monitoré, moi j'aime beaucoup tous les discours qu'on a sur la place autour de l'ARIS, mais il faudrait quand même pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt des évolutions réglementaires et des évolutions business de la profession, en se disant chouette, l'ARIS, on en continue d'avoir les rétros, la pression a priori sur les prix au niveau européen, elle est réelle et ça c'est un élément important et vous avez bien fait de le noter. Merci Georges de ce journal décalé. Tout de suite, le G3 Bourse. Allez, premier G3 Bourse de l'année. Ils sont là, fidèles au poste. Avec nous, le directeur de la gestion collective d'OFI AM, Éric Bertrand. Avec nous également, le directeur des gestions diversifiées, épargne salariale et opportunités de crédit mutuel asset management, Jean-Louis Delay, mais également le responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac Gestion, Frédéric Leroux. Messieurs, bonjour. On attaque tout de suite en faisant un rapide bilan de 2023, non pas bilan chiffré, on en a parlé tout à l'heure avec Nadine Trémolière, mais je voudrais un peu avoir votre sentiment aux uns et aux autres sur le fait majeur de l'année 2023. Je commence avec vous, Éric Bertrand. Sur 2023, en gros, il y a plein de choses qui étaient plus ou moins attendues qui se sont déroulées comme prévu. Le gros fait marquant quand même, c'est la résilience de l'économie américaine. Je nous reprojette il y a un an. Globalement, tout le monde attendait un ralentissement, voire une récession, avec des inquiétudes sur une récession profonde de par l'ampleur et la rapidité des remontées de taux démarrées un peu tardivement par la Fed. Au final, on est encore dans une croissance qui continue de surprendre, qui a été très élevée. Alors, et maintenant, une inflation qui commence à rentrer dans le rang, mais la résilience de la croissance américaine, ça témoigne de la force quand même de cette économie américaine. C'est la grosse et bonne surprise de 2023. Jean-Louis Delay. Alors, en 2023, pour nous, la surprise, le fait marquant, ça a été effectivement la stabilisation des taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis et des taux réels, sachant que, si vous vous rappelez, un grand banquier américain, patron d'une grande banque américaine, avait projeté éventuellement du 6,5-7%. C'était au début de l'automne, sur les taux à 10 ans. Bon, aujourd'hui, on est plus... Vous avez l'élégance de ne pas le citer. Non, pas, voilà. Un concurrent. Et on est aujourd'hui à 4%. Ok, donc stabilité des taux sur la partie américaine. Frédéric Leroux, le fait majeur de l'année 2023 ? Je verrai deux faits majeurs. Donc, il a fallu attendre un an pour voir les taux longs commencer à baisser après la baisse de l'inflation, un an. Et le deuxième fait marquant, c'est l'étroitesse du marché haussier américain,
concentré sur un tout petit nombre de valeurs. Voilà, donc ça a rendu dans les deux cas la gestion compliquée pour les taux d'une part, pour les actions d'autre part. Allez, messieurs, je vais vous challenger rapidement. Personne ne m'a parlé, alors c'était un lointain souvenir parce que ça a presque un an, c'était au printemps 2023, la crise bancaire américaine. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Genre, se dire c'est un épiphénomène et puis dès lors que c'est réglé, on n'en parle plus? Éric Bertrand? Non, alors ça pour moi c'est les banquiers centraux ont fait une très belle année 2023. C'est pas moi qui mets les bonus, mais ça s'est quand même très bien passé. Ils ont dit ce qu'ils allaient faire et fait ce qu'ils ont dit sur l'inflation. Et force est de constater que ils ont réussi à faire ralentir l'inflation. Elle restera volatile, mais l'amorce a été faite et sans mettre les économies à genoux, y compris en Europe où on partait pas de grand chose. Ça c'est le premier bon point. Et le deuxième bon point, c'est ils ont été extrêmement efficace et rapide dans tous les sujets de stabilité financière qu'on connaît régulièrement sur les marchés. On a vu la Fed réagir et donc la crise bancaire américaine, ça a été résolu en incroyablement peu de temps, très circonscrit en zone euro, mais c'était pas les mêmes problématiques. On l'a vu également dans l'histoire des fonds de pension au Royaume-Uni. Et ça, c'est le deuxième bon point, c'est ces banquiers centraux qui sont très efficaces, qui ont tenu les leçons du passé sur la stabilité financière. Et je pense que le put banque centrale existe toujours. Et c'est une des raisons de la disparition, sans doute, de la prime de terme, en partie sur les taux, les parties longues des courbes. Jean-Louis Delay, je reviens vers vous parce qu'on parle de 2023 comme si c'était un ensemble homogène. Moi, l'un des faits qui m'a marqué sur cette année, c'est des mouvements de marché aussi bien sur les actions ou sur les taux, très amples et très rapides, et parfois tout au long de l'année, très contradictoires. Vous avez ce sentiment qu'est-ce qui explique cette brutalité des mouvements dans le marché? Si on se remet en perspective sur 2023, il y a eu un très beau début d'année, les 2 premiers mois jusqu'à fin février, les marchés ont progressé significativement. Après, il y a eu le mois de mars dont on vient de parler avec cette crise bancaire qui avait créé de la volatilité sur les marchés, puis un été agité avec des hausses des taux d'intérêt à long terme, et puis à la fin de l'année, les 2 derniers mois de l'année qui ont été extraordinaires avec de très belles performances sur le marché américain. Alors c'est vrai que c'est largement drivé, comme le disait Frédéric, par les 7 magnifiques, mais les 7 magnifiques ont progressé 13% globalement dans le S&P 500 sur 24. Le S&P 493 a quand même progressé de 11%. Et là-dedans, on peut dire JP Morgan plus 27%, Eaton 100 milliards de market cap plus 55%, General Electric plus 95%. Donc il y a eu effectivement des performances très fortes de ces 7 magnifiques, mais il y a quand même eu d'autres secteurs qui ont bien agi. Frédéric Leroux, je me tourne vers vous justement pour se focaliser sur ces 2 derniers mois de l'année qui ont pour caractéristique d'avoir été marqués par une forte baisse des taux d'intérêt à long terme et une forte progression des actions, autrement dit d'une corrélation parfaite entre actions et obligations. Comment expliquer le mouvement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on avait un setup parfait pour un beau window dressing puissant de fin d'année. Une année 2022 très compliquée. 2023, il fallait compenser un petit peu la difficulté de 2022. Le marché avait commencé à monter. Il était très concentré sur quelques valeurs qui étaient capables à la fois d'endurer des taux plus élevés et la perspective d'un ralentissement qui n'est pas venu. Mais c'est aussi pour ça qu'on a eu un marché très concentré sur quelques valeurs pendant 10 mois. Et la baisse des taux, après, a libéré un peu le potentiel en permettant donc un élargissement de la hausse à l'ensemble du marché. Sans ces 2 derniers mois, on n'aurait pas eu les statistiques que Jean-Louis nous évoquait. Ok. Donc, window dressing, ça sent quand même plutôt le phénomène technique plutôt que le phénomène économique. Vous êtes bien d'accord? On est d'accord qu'il y a le phénomène fondamental de la baisse des taux à partir de fin octobre. Et le phénomène de dire, oui, effectivement, il faut être dans les marchés, il faut qu'on montre des portefeuilles bien garnis, on y va, les taux baissent, on a toutes les raisons d'y aller. C'est technique, et c'est aussi pour ça, par exemple, que janvier peut être un petit peu faible, parce qu'une partie de ce phénomène technique peut être un petit peu unwindé, comme on dit. Ok, alors on va regarder l'année 2024, on regardera vos prévisions d'allocation d'actifs pour le premier semestre dans un second temps. Je voudrais qu'on essaie un peu de faire un tableau. L'autre jour, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, recevait les acteurs économiques à Bercy pour présenter ses vœux. Je sais pas pourquoi, mais vu le contexte politique, on avait rarement vu autant de monde. Bruno Le Maire a déclaré le premier risque économique est désormais un risque géopolitique. Un embrasement au Proche-Orient, une insécurité croissante du trafic dans la mer Rouge, un incident dans le détroit de Taïwan remettrait en cause la stabilité internationale et affecterait durablement le commerce mondial. Éric Bertrand, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous dites qu'effectivement, le premier risque aujourd'hui que doivent regarder les investisseurs, c'est le risque géopolitique? Alors c'est vrai que le risque géopolitique, il est absorbé de façon assez impressionnante par les marchés. On a l'impression qu'aujourd'hui, il faut vraiment des lignes rouges
très puissante pour qu'il y ait un impact durable. Certes, la géopolitique, elle va rester, sans doute, elle provoquera de la volatilité des mouvements de marché de façon avec certains épiphénomènes, mais il faut bien voir que il y a un rééquilibrage des relations internationales et des échanges au niveau de la planète qui va durer 10 ans sur toile de fond d'affrontements économiques entre les US et la Chine. Donc ça va donner des rééquilibrages. Derrière, oui, il y a du bruit. Oui, il y aura des sujets en mer Rouge, le contournement, la hausse des coûts de fret. Au global, tant qu'on va pas toucher au pétrole ou tant qu'on va pas toucher à un pays de l'OTAN, on n'est pas dans une... Ça sera des épiphénomènes plus que du durable, mis à part les drames humains qui se nouent, mais on aura de la volatilité, ça créera des points d'entrée. Frédéric Leroux, géopolitique, États-Unis-Chine, ça va redevenir un sujet? Oh, certainement. Je pense que le principal sujet reste celui de la cyclicité de l'inflation. Dès l'instant, les marchés anticiperont une deuxième vague, ça aura des effets. Et ce qui est intéressant avec les risques géopolitiques qu'on évoque et qui ont soit trait à l'énergie ou à l'élection américaine et donc à la relation américano-chinoise, dans les deux cas, si jamais les risques se matérialisent, c'est inflationniste. Ok. Jean-Louis Delay, on va pas quitter la géopolitique pour parler parler de politique. Il n'aura échappé à personne que 2024 est une année riche en élections dans plein de pays, notamment aux États-Unis et en Europe avec les élections européennes. Est-ce que pour vous, c'est un risque pour les marchés? Alors, bien sûr, il y a de nombreuses élections prévues cette année. Donc, on va parler de l'Europe, des États-Unis, de la Russie. Il y en a plein d'autres qui vont venir, Taïwan rapidement. Donc, effectivement, ça va avoir un impact. Alors, pour moi, la plus importante, c'est celle des États-Unis en fin d'année, où là, on va voir, quel est le nouveau président. Bon, sachant que si c'est Trump, on sait qu'il est assez libéral et assez pro-capitaliste, donc ça serait plutôt une bonne nouvelle pour la profitabilité des entreprises américaines. Maintenant, il a une autre caractéristique, c'est qu'il est quand même aussi assez instable et imprévisible. Donc affaire à suivre. Est-ce qu'il y a un risque sur les élections américaines? Et je vais préciser ma question par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis. Est-ce qu'il y a un risque Trump, non pas Trump élu, mais Trump ne pouvant pas être candidat? Alors, il y aura forcément si Trump ne peut pas être candidat parce qu'il a 4 ou 5 procès qui doivent débouler de mars à juillet avec des conclusions diverses et une inéligibilité potentielle au niveau fédéral, ce qui reste à déterminer. Il y aura sûrement beaucoup d'impacts sociétaux aux États-Unis, une fracture de la société américaine qui va perdurer. Est-ce que ça a dans la durée un gros impact sur les marchés financiers? Je suis un peu subject là-dessus. Moi, je pense que on aura du bruit, on aura de la volatilité. De là, ce que c'est un impact durable, c'est plus dans le long terme qu'on a une démocratie américaine qui est assez malade. C'est pas la seule d'ailleurs. Mais je crois pas trop non plus en cas d'inéligibilité de Trump. Il y a la succession derrière et effectivement, on retrouvera programme contre programme, démocrate contre républicain, avec l'incertitude en moins sur le président. Ok, allez, vous venez de traiter des sujets que je vous ai proposés. Maintenant, on va changer, si vous voulez bien, l'ordre du jeu. Je vais vous poser une question très simple à tous les trois. Quels sont pour vous les principaux drivers pour 2024? Je vous demande une réponse en juste quelques mots, et puis après, on va creuser. Les principaux drivers à regarder quand on investit en 2024, Frédéric Leroux, ce sera quoi? L'inflation, plus que les taux, notamment pour les actifs risqués, et l'élection américaine, sachant que l'élection de Trump serait extrêmement inflationniste. Ok. Jean-Louis Delay. Donc la poursuite de la résilience de l'économie américaine en 2024 et le corollaire de l'inflation, donc le niveau des taux d'intérêt aux États-Unis. Éric Bertrand. Il ne reste plus grand-chose. Ah non, mais on a le droit on n'est pas obligé de rapporter. Je pense que effectivement l'inflation sera plus volatile qu'avant et qu'elle dépendra de l'atterrissage des croissances dans un premier temps. Et la résilience de l'économie américaine est vraiment à surveiller. On attend que ça ralentisse, mais si ça ralentit pas, effectivement, l'inflation va pas rester attendue là où elle est et les taux pour l'instant sont dans l'autre sens. Ok. Alors. L'inflation, je vois que c'est un terme qui est souvent repris. Donc, je vais commencer avec vous, Frédéric, parce que vous savez que la caractéristique de cette émission et de ce G3 Bourse, c'est que on vous retrouve régulièrement sur ce plateau. Donc, on vous suit. Et en plus, on vous écoute. Vous faites partie de ceux qui avaient toujours tenu un discours
atypique sur le thème de l'inflation. Vous nous aviez dit à une certaine époque, le sujet du pic, on s'en fout, parce qu'il y en aura plusieurs, et qu'on n'est pas dans une inflation de court terme, mais on est dans une inflation de long terme, comme dans les années 70. Vous maintenez ? Je maintiens. Autrement dit, on a fait le premier pic vers la fin de l'année 2022. On est en train donc maintenant de retourner vers peut-être un niveau de 2, 2,5 selon les grands pays. Et à un moment ou un autre, d'une façon inattendue probablement pour le marché, une deuxième vague repartira, peut-être plus menée par des tendances structurelles qui font cette inflation plus que la pure macro. Les tendances structurelles, on avait déjà évoqué, mais c'est des questions démographiques, ce sont des questions de commerce mondial, des questions de géopolitique et surtout des questions sociologiques, notre acceptation de la douleur ou pas, et donc les gens qu'on élit, compte tenu de la vie qu'on veut avoir. Et aujourd'hui, on est globalement exactement à l'envers de ce qui s'était passé au début des années 80, après 15 ans d'inflation, où on élisait, où on nommait des gens pour tuer l'inflation. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là. Et donc, on a une sociologie qui est inflationniste, moins de recherche d'efficacité, plus de recherche de confort, plus d'énergie propre que de l'énergie efficace. C'est la même idée. À la fin, c'est inflationniste. Éric Bertrand, votre sentiment, et selon les scénarios que vous avez chez OFIAM, quand est-ce que le dentifrice va rentrer dans le tube? Autrement dit, quand est-ce que l'inflation va revenir aux alentours de 2% en zone euro et aux États-Unis? Alors, moi, je partage le point que l'inflation restera nettement plus volatile qu'elle ne l'a été dans le passé, où tout était un peu vitrifié, avec la trappe à liquidité. Ça, c'est fini. Ça sera il y aura plus de mouvement sur l'inflation. En revanche, les leçons de 23, c'est que le banquier central, il se fera pas avoir deux fois de suite. C'est-à-dire que il dégainera immédiatement et remontera. Et comme l'a dit Powell, on l'oublie toujours, quitte à mettre la croissance à genoux pour arrêter cette inflation. On pourra peut-être pas y faire grand-chose, mais en tout cas, le combat du banquier central sera assez alerte et rapide. Donc, ça remontera sûrement un peu, mais pas des pics à 2 chiffres comme on les a connus, je pense. Le point que nous on attend dans le scénario central, dans la première phase de décélération, c'est une inflation américaine qui atteint les 2 horizons fin d'année 24 et mi-25 en Europe. Ok, donc léger décalage sur la partie européenne. Jean-Louis Delet, votre sentiment sur l'inflation? Moi, je suis assez aligné avec ce que vient de dire Eric. On a, alors j'ai repris là les prévisions des banques centrales. BCE, c'est 2,7 cette année, 2,1 l'année prochaine, 2025, et la Fed, c'est 2,4 2024, 2,1 en 2025. Donc, évidemment, la cible des 2% va être dure et longue à toucher. Maintenant, est-ce que les banquiers centraux vont vraiment attendre le 2% pour commencer à enclencher un cycle de baisse des taux? Parce que le corollaire de cette situation-là, c'est qu'on n'a quand même pas beaucoup de croissance en zone euro aujourd'hui. Avoir monté les taux, les taux sont quand même au plus haut depuis la création de la Banque Centrale Européenne. Les taux de dépôt à 4%, c'est le plus haut depuis la création. Donc, et on voit qu'on n'a plus beaucoup de croissance quand même en zone euro. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être quand même basculer sur quand l'inflation sera, continuera sur la bonne trajectoire, quand même pour essayer de relancer un peu la croissance, au moins en zone euro. Aux États-Unis, c'est moins un sujet. Alors justement, vous venez tous de parler des banques centrales. Si vous voulez bien, on va faire un petit jeu. On a vu l'autre jour que le calendrier était un peu inversé en 2024 par rapport à 2023. Autrement dit, la BCE aura plutôt tendance à parler avant la Fed, alors qu'en 2023, c'était l'inverse. Donc, on fait un petit tour de table très rapide avec une question simple. Baisse des taux. Qui tirera la première, la BCE ou la Fed? Jean-Louis, je commence avec vous. Moi, je pense que ça sera plutôt la Fed, parce que je pense que les gains de productivité aux États-Unis vont être supérieurs à ceux de la zone euro. Plutôt la Fed. Frédéric Leroux. Plutôt la Fed autour de mars-mai. Ok. Et Éric Bertrand? La Fed autour de mai. Ok. Donc, la Fed, j'entends. Vous dites autour de mai, donc on va reprendre le tour avec une deuxième question. À partir de quand? Donc, vous dites mai, mais surtout, combien de baisse? Et puis, plus globalement, est-ce qu'aujourd'hui, les investisseurs doivent considérer qu'on revient dans le schéma antérieur, qui était que finalement, on se disait quand il y avait une réunion des banques centrales qu'il y avait 2 options. C'était stabilité ou baisse. On a vécu ça pendant une décennie. Ou est-ce qu'on doit désormais se dire à chacune des réunions que les banques centrales ont 3 options: baisse, stabilité ou hausse? Éric Bertrand.
Sur le fond, elles auront toujours 3 options et c'est les leçons à tirer. Et comme le dit Frédéric, si on a des résurgences de l'inflation, l'option de remonter ou d'arrêter sera toujours sur la table. On l'a pas à court terme, mais en tout cas, elle est rentrée à nouveau dans le scope. En revanche, dans les 9 mois qu'on a devant nous, ça sera stabilité ou baisse de notre point de vue. Et on attend, en gros, 4 baisses de Fed à peu près sur l'année, un peu 3 plutôt pour la BCE. L'idée étant d'accompagner la désinflation pour éviter que par effet de compensation dans les taux, on ait une hausse implicite des taux réels si les anticipations d'inflation baissent. Ok, 4 pour la Fed, 3 pour la BCE. Naturellement, on parle pas de 25 points de base. Pas de 25. Ouais. Jean-Louis, votre sentiment? Oui, c'est à peu Quand près. Parce que vous m'avez pas donné la date. Non, mais plutôt juin, plutôt juin ou courant de l'été. Je pense que les banquiers centraux, là, il y a quand même des événements géopolitiques qui vont peut-être les freiner un petit peu. Ils vont vouloir peut-être voir quelle tournure prendre la situation. Donc plutôt un peu plus tard probablement. Et sur l'ampleur, 3 à 4 aux États-Unis, 3 dans la zone euro. Les 6 anticipés par les investisseurs, par les marchés sont bien trop agressifs. Ok, bien trop agressif, mais enfin vous attaquez quand même parce que certains disent ça sera au second semestre. Donc vous êtes tous les deux pour l'instant au premier semestre, Frédéric? Oui, premier semestre. Et puis, alors combien de baisses, je sais pas, mais j'ai envie de dire trop. Avec le même biais en fait. Trop de confiance de la part des banques centrales à l'égard de leur capacité à juguler l'inflation. Et donc, on va desserrer les teintes trop vite, trop fort, tant en matière de niveau de taux que de quantitative tightening, easing. Et voilà, donc je pense que ça va être un élément extrêmement positif pour les marchés à court terme, mais ça va recréer une situation extrêmement compliquée. Juste quand vous dites ça, ça veut dire que vous envisagez derrière un rapide effet de rattrapage? Quand vous dites, parce que grosso modo, vous êtes en train de nous dire, ils vont tirer trop tôt, trop fort, donc ça aura des conséquences. Donc, est-ce que c'est la logique de votre scénario de dire que la logique du scénario, c'est-à-dire que de la même façon qu'ils n'ont pas vu venir la première vague, ils verront pas venir la seconde. Ok. Eric, ils sont trop confiants dans leur capacité à juguler le. Eric, je reviens vers vous parce que on parle beaucoup des banquiers centraux. On a l'impression que ils ont fait le job. Pendant toute la crise, on a l'impression que tout reposait sur leurs épaules. Et puis, on a vu progressivement quand même des politiques budgétaires qui sont largement venues à la rescousse. Aux États-Unis, si la croissance a été bonne, c'est en particulier grâce à l'épargne Covid, mais aussi en particulier grâce au chèque de Biden. Je voudrais je voudrais avoir votre sentiment sur la position des marchés sur ces déficits publics. Bruno Le Maire parlait l'autre jour de 12 milliards d'économies à faire pour la France dans le budget 2025. Est-ce que c'est un sujet qui a vocation à peser pour les investisseurs? Et puisque vous parliez tout à l'heure de la prime de terme, est-ce que ça n'a pas vocation à reconstituer une prime de terme alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une courbe qui est plutôt inversée? Moi, je trouve que, alors, je me suis planté là-dessus en 23, donc je suis d'autant plus à l'aise pour le dire. Mais je trouve qu'on est d'une indulgence par rapport à la façon de gérer les budgets en particulier et la dette en particulier en Europe. Faut quand même pas oublier qu'on a des taux d'intérêt qui sont substantiellement remontés. Ils ont rebaissé sur le Q4, mais on est quand même de 150 points en moyenne sur les parties longues. Donc c'est des charges, un service de la dette qui va augmenter graduellement. La séquence d'endettement est assez élevée que pour l'instant. Encore très modeste, le retour à une forme d'équilibre budgétaire, qui aura un impact croissance d'ailleurs par ailleurs. Sur tous ces sujets de dette, je pense que ça reviendra en particulier en Europe et peut-être avec les élections en juin. Comme souvent en Europe, ça finira sans doute bien, mais on peut avoir des épisodes de volatilité sur ces sujets on peut se faire un petit peu peur. Même si je donne déjà la fin de l'histoire, je trouve qu'il y a quand même un peu trop de complaisance des marchés sur ces sujets. Frédéric, votre sentiment par rapport à ça? Oui, non, je suis tout à fait en lien avec Eric là-dessus, oui, tout à fait, beaucoup de complaisance, ouais. Ok, Jean-Louis, dans les items que j'ai entendus dans les éléments importants, on a beaucoup parlé de l'inflation, on a parlé également de la résilience de l'économie américaine. Comment vous voyez la croissance et grosso modo, quelle est votre position sur ce que l'on entend aujourd'hui, qui est de dire que on a une nouvelle révolution, c'est l'IA, c'est la croissance de demain, et que c'est ça qui va nous sauver?
Oui, l'IA c'est important. Effectivement, on l'a vu, hein, la performance des 7 magnifiques. Enfin, c'est la moitié plus de la moitié de la performance du SPI 500, et donc avec seulement cette valeur. Donc c'est très clairement bien perçu par les marchés. Juste pour illustrer le propos, Capgemini par exemple vient d'annoncer qu'ils allaient investir 2 milliards d'euros dans les 3 prochaines années pour former ou recruter des talents dans ce domaine-là. Et ça, c'est Capgemini. Mais c'est Capgemini, c'est un acteur important des services informatiques en Europe. Mais il y a des acteurs beaucoup plus puissants aux États-Unis, Accenture, les 7 magnifiques, etc. Il y a une 50aine de sociétés qui sont exposées à cette thématique-là. Et tout le monde est en train d'investir pour après, effectivement, avec l'objectif d'avoir derrière des gains de productivité qui arriveront. Alors, il y a une étude qui a été faite récemment par une grande banque américaine, hein, qui pense que on aura environ plus 0,7% de croissance additionnelle au niveau mondial dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire 7% total pendant, voilà. Donc ça va être considérable, ça va générer des gains de productivité. Alors, probablement, bien sûr, en majorité aux États-Unis, hein, ça va soutenir la croissance américaine, mais les facteurs de soutien de la croissance américaine, il y en a d'autres, hein. On a parlé des plans infrastructure, 1200 milliards de dollars, le plus grand plan d'infrastructure depuis 1930. La relocalisation industrielle, il y a 100 grands projets d'entreprises de multinationales pour relocaliser des chaînes critiques de production aux États-Unis. Et puis, il y a aussi la bonne nouvelle aux États-Unis, c'est que les salaires réels, avec la désinflation, deviennent positifs. Ils progressent plus vite. Aujourd'hui, les salaires progressent plus vite que l'inflation, avec un gain. Donc, on oublie la notion de récession. Pour moi, il y a peu de chances qu'on ait une récession aux États-Unis en 2024. On oublie la récession, Frédéric ? On est d'accord, oui. Eric ? Ralentissement, mais on n'est plus en récession. Ok, parfait. Alors, on vient de faire un point. Alors qu'on fasse attention à ce consensus, hein, parce que ça en a l'air de rien. Oui, les 3 alignés, a priori, ça va pas arriver. Pour ceux qui n'ont pas entendu, parce qu'il y avait un peu de bruit sur le plateau, il y a Eric qui a dit si on est tous les 3 d'accord, ça va pas arriver. Alors maintenant, on va essayer de regarder ce qui se passe sur les marchés. Juste pour juste le fun, réponse très rapide en un mot. Est-ce que la délirante hausse des 2 derniers mois nous a partiellement bouffé l'année 2024 ? Je dirais non. Premier bon semestre. Eric ? Non, pour moi, on va en rendre une partie au premier trimestre avant de bien finir l'année. Ok. Jean-Louis ? On achète sur repli. Ok, allez. Maintenant, on attaque donc à l'exercice qui est plus traditionnel. Là encore, je vais vous demander des réponses en un mot. Dans cet environnement-là aujourd'hui, où on a quand même de nouvelles classes d'actifs qui sont apparues, notamment avec le monétaire qui rapporte de l'argent alors qu'il n'a rien rapporté pendant des années, est-ce qu'il faut être en position risque on ou risque off ? Frédéric. On pour le premier semestre. Alors, on se met, puisqu'on se reverra au mois de juillet, on se met sur une position effectivement premier semestre. On. Buy on the dip. Buy the dip. Pareil, épisode de vol pour se renforcer, mais pas on dès le début. Ok, plutôt taux, plutôt action. Action. Jean-Louis. Action. Action et taux. Parce que les taux permettent d'avoir des actions. C'est ça qu'on peut enfin refaire des portefeuilles. Ok, parfait. Juste, on peut enfin faire des portefeuilles. Je reviens je réagis par rapport à ça sur le sujet de la corrélation. On a bien vu qu'on s'est totalement recorrélé. Si on regarde les 2 derniers mois. On s'est complètement recorrélé. Les actions, c'est des taux, des bénéfices et de la prime géopolitique. L'histoire des taux, elle est rentrée dans les cours des actions. Les deux, un peu excessivement, des taux qui sont allés trop bas et des actions trop hauts. Ça va rendre au Q1. Derrière, on va, à mon avis, retrouver sur des épisodes de vol, notamment à cause de la géopo, des inversions de corrélation qui permettent de rééquilibrer des portefeuilles. Ça sera ponctuel. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une résilience des perfs et d'éviter les grands pains qui, à mon avis, militent pour avoir des taux et des actions dans les portefeuilles de façon significative. Ok, question. Je vous demande des réponses rapides. Si on regarde les chiffres, on se dit encore on a joué, puis c'est encore Wall Street qui a gagné. C'est à peu près comme quand j'étais gamin et qu'on regardait les résultats du foot, c'est toujours le même qui gagnait. Donc, est-ce que quoi qu'il arrive, c'est les États-Unis qui l'emportent, Jean-Louis? C'est là où il y a la croissance la plus forte, c'est là où il y a les innovations technologiques les plus importantes. C'est un marché qui a un bêta moins élevé que les autres. Et qui présente beaucoup d'intérêt parce que il monte il monte au moins de la même façon que les autres, voire plus quand ça monte, et quand ça baisse, il baisse moins. Et pour les investisseurs de la zone euro, quand le marché baisse et devient volatile,
ils profitent en plus, quand ils sont investis en dollars, ils profitent de la force du dollar. C'est-à-dire que à ce moment-là, le dollar est recherché et remonte contre euro parce qu'il s'agit d'une valeur refuge. Donc le marché américain baisse moins. Et en plus, quand vous êtes en dollars, vous allez baisser d'autant moins que le dollar, à ce moment-là, s'apprécie. Ok, donc vous dites oui. Frédéric? Oui, eh bien non. Ah voilà, on vient de faire brûler le consensus en éclat. 2022, tout baisse et les US baissent un peu plus que beaucoup d'autres pays parce que l'inflation qui revient, c'est les taux qui remontent et ça fait plus de mal aux valeurs chèrement valorisées qu'à celles qui sont plus sous-valorisées ou cycliques. Et le marché américain est celui des grosses valeurs de croissance. Donc ça n'empêche pas les beaux titres de perdre 40% si les taux montent un peu plus vite que prévu. Ok, donc vous dites qu'on pourrait sortir de la suprématie américaine. Oui, et comme je le dis depuis que je viens ici, il faut diversifier vers les bons émergents, vers le Japon qui renaît, qui lui est content de voir de l'inflation. Et d'ailleurs, le Japon est peut-être le meilleur marché si on exclut la pure tech dans les grands pays en 2023. On va voir ça. Eric, marché américain, et pour rebondir, puisque Frédéric parlait de la spécificité de la cote américaine, et quand on voit les performances des grosses technologiques, est-ce que il faut s'en détourner? Dans la durée, sur longue période, je pense qu'il faut jamais vendre Apple. Alors c'est une joke, mais on est sur des boîtes qui ont un leadership assez impressionnant et qu'on le cache pour acheter tous les concurrents et se développer. Elles seront dures à détrôner en l'état actuel, plus c'est AMD qui disait ça, les 450 milliards d'investissements dans l'IA, ça à la fin ça fait des petits, ça fait de la croissance potentielle et ça partira entièrement de là-bas. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric, on sait qu'elles peuvent rendre, elles peuvent rendre sur les taux. Vu le trajet récent fait, on serait plutôt à prendre du S&P pondéré de façon équivalente plutôt que pondéré avec 30% des 7 magnifiques. Mais au global, dans la durée, on vend pas la tech. Ok, je reste avec vous, Eric, parce que là, on est en train de parler du marché qui s'est bien comporté. C'est le marché américain. On va peut-être parler du marché qui s'est super mal comporté. Et pourtant, Dieu sait s'il y en avait qui avaient dit la sortie du Covid, le redémarrage, c'est la zone où il faut aller, c'est la Chine. Qu'est-ce qu'on fait du boulet chinois? Le boulet chinois, il devient incompréhensible parce que la politique s'est invitée dans l'économie. Donc, c'est absolument pas simple. On peut plus analyser les boîtes logiquement. Financièrement, on ne sait pas faire puisque à tout moment, on peut prendre une règle qui n'a aucune rationalité économique. Et donc, c'est compliqué à faire. Donc, pour nous, c'est l'Asie hors Chine avec, Frédéric a parlé du Japon ou l'Inde qui est en train de prendre la suite. Mais la Chine, c'est compliqué pour longtemps. Jean-Louis? Oui, moi je partage la Chine. Elle va pour nous, elle va avoir une prime de risque géopolitique très importante. Le marché n'est pas cher. Objectivement, il est vraiment pas cher. Mais par contre, voilà, il n'est vraiment pas cher, mais il le mérite. Il le mérite parce que vous avez vu les déclarations, les vœux du Premier ministre chinois. Qu'il n'était pas. Il s'est fait virer. Voilà, qu'il n'était pas très pacifique. Donc du coup, vous avez vu des flux de sortie très importants sur les actions chinoises. Donc il faut sur les émergents, il faut être sur l'Amérique latine, le Mexique qui se développe très bien, le Brésil, l'Inde. Il y a d'autres, le Vietnam, voilà. Et eux bénéficient au contraire d'entreprises qui sont en train de rapatrier leurs usines dans ces zones-là plutôt qu'en Chine. Complètement d'accord avec les trois noms de pays donnés par Jean-Louis. La Chine, un vrai boulet, effectivement, une énorme surprise négative après 15-20 années où on a toujours été surpris par la capacité chinoise à gérer le marché et l'économie, et pas seulement leur économie, mais aussi la nôtre, pendant la crise de 2008. Là, on est exactement en situation inverse. Une raison ou deux raisons pour lesquelles il faut peut-être quand même pas être trop négatif, c'est que si la Chine ne fait rien de très sérieux, elle entre en spirale dette-déflation. Et ça, c'est impossible parce qu'on s'en sort pas. Donc, ils vont devoir faire quelque chose. C'est le premier pari. Et le deuxième, c'est qu'il commence à y avoir un consensus tellement fort sur l'ininvestabilité de la Chine que il faut peut-être en prendre un petit peu le contre-pied. Ok, on fait un petit résumé très rapide sur la partie action. Tout à l'heure, vous m'avez répondu quand je vous avais dit risque taux ou action, vous m'aviez répondu les deux. Sur la partie action, quelle zone on privilégie? Donc, j'ai entendu pour l'instant qu'à court terme, sur la partie croissance tech américaine, il fallait peut-être un peu lever le pied parce que ça allait peut-être un peu se calmer. Si on doit résumer les choix chez Ophi à Westheim, Eric? Nous, on est pas de choix vraiment très clair. On est Europe, US, avec moins de pondération peut-être sur la tech, mais marché US hors tech et action hors Chine, action Asie hors Chine. Ok.
Nous, une préférence pour les actions américaines, neutralité sur les actions globalement, mais avec une préférence sur le marché américain pour ce côté défensif. Je rajouterais que sur la partie taux d'intérêt, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on a une préférence pour les obligations de maturité courte et intermédiaire. On y reviendra sur les taux juste pour finir. Parce que c'est aussi intéressant à mettre en portefeuille, ça. Ok, donc ça, Frédéric, moi j'ai entendu pas trop États-Unis, j'ai entendu Japon, j'ai entendu Inde et pas trop, un peu Chine en contrariant. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai bien entendu? Premier semestre, on est dans un environnement où l'inflation continue de baisser, moins vite mais elle continue de baisser. Il y aura encore probablement un peu de baisse des taux obligataires et surtout de la baisse des taux directeurs. Donc avec ça, je pense qu'on aura les valeurs de croissance, qualité qui vont continuer de bien performer dans la foulée de 2023. Donc on n'a pas trop de mal à rester sur ces belles grosses valeurs de croissance en début d'année. Par contre, progressivement, on ripera davantage vers de la cyclicité, vers du value et vraisemblablement davantage vers les émergents en fonction de ce qu'on verra sur l'euro-dollar. Jean-Louis, juste une question parce que vous avez dit on profitera des creux pour acheter. Pour vous, un creux, c'est quoi? C'est moins 5, moins 10? Oui, quelques pourcents. Pour Nvidia est déjà à plus 5% depuis le début de l'année. Parce que donc les valeurs de croissance, elles commencent, elles sont pas si mal que ça en ce moment. Ok, on termine avec la partie taux. Vous êtes un homme de taux. Eric, aujourd'hui... Et un homme d'action. Et un homme d'action, mais votre parcours professionnel est quand même très tôt. Comme d'ailleurs, les encours sur la place sont beaucoup plus tôt qu'actions. Si on regarde aujourd'hui vos anticipations sur les taux, il faut plutôt jouer quoi? Nous, aujourd'hui, on aime bien la dette souveraine de très bonne qualité, à commencer par le 10 ans américain à 4. Moi, je trouve qu'on est payé pour avoir du AAA. Et on continue et ça permet d'amortir dans un portefeuille pour tout ce qu'on n'aura pas vu et dans certains chocs. Je reste convaincu que la fuite vers la qualité, ça reprend du sens. Et on continue de bien aimer le crédit, qui pour nous devrait faire le portage et sans doute, partant de maintenant, un ordre de grandeur en termes de performance, toujours pas très éloigné de celui des actions, sauf que c'est moins volatile et pour les assureurs qui font aussi une partie du marché, ça coûte moins cher en capital. Donc la vue qu'on a eue tout au long de 23, on l'emmène avec nous sur 24. Frédéric. Oui, à ce stade, on reste... Je rappelle que la dernière fois, vous nous aviez dit qu'il faut acheter du souverain et il y aura une baisse des taux. Pendant un mois, vous avez eu tort. Pendant 2 mois, les 2 mois suivants, vous avez eu fortement raison. Oui. Aujourd'hui, je pense que sur la baisse des taux longs, c'est pas tellement là-dessus je pense qu'on gagnera beaucoup d'argent dans les mois qui viennent. En période d'inflation structurelle, les taux longs baissent pas beaucoup et s'accompagnent avec un tout petit bêta la baisse de l'inflation. Et par contre, ils se mettent à monter avant que l'inflation monte. Donc, faudra bien regarder ça de près dans les mois qui viennent. Ce sera peut-être les taux obligataires qui nous diront, ça y est, la deuxième jambe d'inflation va démarrer dans 3 mois. Ce qui nous semble toujours très bien à court terme, c'est le crédit dès l'instant où on ose prendre un peu de rendement embarqué. Les CLO, chez nous, c'est une grande spécialité, ça nous aide énormément et ça aide beaucoup nos clients. On change pas d'idée là-dessus et on aime bien jouer la baisse des taux réels. Ok. On a duration réelle. Et donc du coup, puisque vous vouliez nous en parler, Jean-Louis. Oui, exactement. Donc, nous, on est très favorable aux obligations de maturité courte et intermédiaire dans le cas pour l'instant, d'une courbe des taux qui est toujours bien inversée, pour l'instant, en attendant les mouvements des banques centrales. Donc là, on estime que on n'a pas de risque de sensibilité ou on a un risque de sensibilité limité. On a des taux qui sont attractifs et on va plutôt chercher du crédit investment grade pour ces maturités courtes et intermédiaires. Bon, vous avez vu qu'il y a eu un gros succès de tous ces fonds qui ont été lancés. Les fonds investment grade avec des maturités 2028, de 3 ans, etc. Et c'est une énorme collecte là-dessus et ça nous semble toujours assez intéressant. Bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. On a fait un tour le plus complet possible dans les délais qui nous étaient impartis. Preuve qu'on pourra tous être à l'heure à nos dîners. Merci donc à vous tous. On continue cette émission avec Natixis IM à l'affiche et on retrouve dans un instant Stéphane Vontron. À l'affiche, Natixis IM et son directeur de la distribution en France, Stéphane Vontron. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors vous êtes venu nous parler de Natixis, mais si vous le permettez, on va commencer par parler de vous. Nous sommes en février 2023. On annonce votre départ de JP Morgan. Au mois d'avril, on vous retrouve chez Natixis IM. C'était donc il y a un peu moins d'1 an. Question perso, pourquoi avoir dit oui et quelque part, quelle est la mission ? Parce que j'ai rejoint un super projet, objectivement. C'est-à-dire que ça ne vous a pas échappé, Jean-François, vous connaissez bien le segment. Natixis IM, c'est une offre absolument incroyable.
quasi pléthorique d'ailleurs, qui nous permet de couvrir l'ensemble des classes d'actifs, mais avec des offres de qualité. C'est-à-dire que ce modèle, justement, qui repose sur l'autonomie de boutiques de gestion et sur des expertises très ciblées, eh bien, permet d'apporter beaucoup de valeur. Et en proportion, par rapport à la taille des encours, Natixis IM, c'est 1200 milliards d'actifs, eh bien, la proportion des fonds surperformants est très élevée par rapport à un acteur de cette taille. Donc, l'offre est de très grande qualité. Et il y avait un enjeu de développement, parce qu'il y avait de la place pour croître, étant donné la qualité du dispositif. Donc, bien évidemment, c'est un projet que j'ai eu très envie de rejoindre. Est-ce qu'il y avait aussi un enjeu de marque? Naturellement, de clarification peut-être du message et du dispositif commercial. C'est-à-dire qu'on avait justement la chance d'avoir beaucoup de produits sur l'étagère. Le sujet était sans doute de l'organiser et d'avoir un dispositif commercial qui nous permette justement de donner la meilleure exposition à chacune de ces offres, mais en les conjuguant, en les alliant, en les proposant ensemble. En fait. Ok, alors vous êtes responsable de la distribution pour la France. Donc la distribution, c'est l'ensemble des acteurs qui peuvent finalement acheter du Natixis IM et ses affiliés. Ça peut être des institutionnels, ça peut être aussi des distributeurs et des CGP. On est à l'heure des bilans, puisqu'on est au mois de janvier. Dites-moi quels sont les fonds que les CGP ont préférés sur les marchés financiers dans votre gamme en 2023. Alors en réalité, il y en a eu beaucoup. C'est tout rassurant, ça correspond à l'identité. Il y a eu beaucoup de classes d'actifs qui ont été plébiscitées. Contre toute attente, une partie action. Effectivement, les actions internationales, avec de la gestion thématique d'une part, des actions américaines, avec justement là aussi des actions américaines de croissance qui ont eu un certain succès auprès de nos amis CGP. Et puis dans la deuxième partie de l'année, on a eu une accélération de la collecte sur les marchés obligataires. Et donc là, évidemment, sur du crédit court terme, on a eu beaucoup d'appétit pour aller chercher du rendement et se prémunir de la remontée des taux qui peut arriver parce qu'on peut avoir des à-coups sur le sujet. Alors je vois, je vous avais bien pris les réflexes Natixis IM en parlant de classe d'actifs. Pardonnez le vieux que je suis, mais vous me donnez les affiliés qui correspondent à ces différentes classes d'actifs. Très jeune, Jean-François. Non, bien évidemment. Notre expert sur les marchés obligataires sur lesquels je viens de finir, c'est Ostrom. C'est notre plus gros affilié, c'est 400 milliards d'actifs. Et puis, les affiliés que je mentionnais sur la part action, eh bien, sont liés avec Thematics. C'est dans l'énoncé quelque part. La gestion thématique, c'est Thematics chez Natixis IM. Et puis, la gestion action US, c'est chez Loomis Sales, qui est un affilié trop méconnu, là aussi très gros acteur et de très grande qualité. Et juste, c'est une gestion américaine avec un biais tech, parce qu'on nous parle des Seven Magnificent sur l'exercice 2023. C'est un fonds généraliste ou c'est un fonds spécialisé? Alors vous savez que dans les 7 mercenaires, Jean-François, il y en a 4 qui meurent. Vous vous souvenez du film. Donc attention pour l'année prochaine. Bien évidemment, donc c'est un fonds qui est croissance. Donc il y a de la tech et de la com, mais la tech dans le fond c'est 27% seulement. Ok, on vient de parler des marchés financiers. Je voudrais maintenant qu'on parle du non-coté. Il y a eu de la demande CGP sur le non-coté chez vous et sur quels produits? Absolument, vous avez raison de le mentionner. On a eu de l'appétit et notamment sur du private equity à impact, emmené par Emirova, en fait, qui propose justement un fonds qui va accompagner, il va proposer, investir dans des entreprises qui proposent des solutions sur la transition énergétique. Donc là, vraiment, c'est sur cet environnement-là qu'on a réussi à se développer à la fois hors assurance vie et aussi en assurance vie via un FCPR qui est encore disponible à la commercialisation. Ok, un FCPR, ça veut dire comment celui-là? Neuf. C'est un fonds à impact, comme l'ensemble de la gamme Mirova, y compris sur le non-coté. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un engagement qui est très fort de la part des équipes de Mirova, y compris d'ailleurs sur leur rémunération, puisque le carry interest est déclenché pour moitié sur base de critères extra-financiers. Ok, nous sommes aujourd'hui mercredi, ce n'est pas une date traditionnelle, puisque d'habitude nos émissions sont le mardi. Hier, c'était une journée importante pour vous, puisqu'il y avait la rencontre annuelle avec l'ensemble une partie de vos affiliés et une partie de vos clients. Pour les CGP qui n'étaient pas là, est-ce que vous pouvez me faire un petit digest de ce qui s'est passé et puis me dire un peu quelle était l'ambiance météorologique? Est-ce qu'on était plutôt en train de se dire que c'était grand beau temps sur les marchés, que c'était plutôt un temps d'éclaircie ou qu'au contraire, il fallait se préparer au grand froid? Alors, je dirais qu'on était plutôt, pour reprendre le parallèle météorologique, sur une éclaircie, mais tout le monde garde son petit cache-nez. C'est-à-dire que, globalement, on a d'ailleurs consulté la salle. Et ce qui ressort, c'est que les clients qui étaient présents vont privilégier pour cette année l'investissement sur les marchés obligataires. Assez massivement. C'est-à-dire que la classe d'actifs qui est ressortie, c'est plutôt l'obligataire. Et après, c'était qui? Et après, c'était les actions. Avec 36%, je crois, dans les photos que j'ai vues, puisque j'étais pas là. Et vous avez bien regardé les photos, c'est exact. Et ça, c'est pour ce qui concerne l'ambiance de la salle. Après, pour ce qu'on peut ressortir en quelques instants d'une matinée qui a été assez dense, c'est que, globalement, on estime qu'on va avoir pas mal de volatilité dans la première partie de l'année sur les taux. Parce que les attentes en termes de détente sont assez élevées de la part des investisseurs et le rythme de desserrage de l'étau monétaire sera sans doute un peu déceptif
au regard de ce qui s'est passé avec le rallye sur les taux en fin d'année dernière. Donc probablement un peu de volatilité dans la première partie de l'année avant une baisse plus franche sur les taux. Donc ça, c'est le premier élément et qui va contingenter beaucoup de choses sur les actions. On pense quand même que c'est un moment intéressant pour se pencher sur des actions globalement de croissance. C'est-à-dire le thème croissance, qu'ils sont emmenés par de la thématique assez identifiée et des actifs qui ont pu être pénalisés en 2022 et sur lesquels on n'a pas encore eu de retour à meilleure fortune, peuvent être de bons véhicules d'investissement avec de la transition énergétique également. Ce sont des thèmes d'investissement qu'on peut proposer. Donc on va quelque part rester plutôt sur de la croissance résiliente et assez peu sensible au cycle, parce que force est de constater que le cycle économique, si le risque de récession nous paraît très faible, en revanche, le cycle va être relativement atone. Donc, il y aura sans doute une prime à aller chercher des acteurs de croissance dans cet environnement un peu terne. Ok, donc si j'entends, le driver principal, ça sera quand même le niveau des taux d'intérêt, et avec une forte volatilité sur le premier semestre, mais avec une tendance favorable globalement sur l'année, qui profitera à tous ceux qui sont sensibles à la baisse des taux. On parlait tout à l'heure de nos côtés, je voudrais qu'on termine là-dessus. Juste, vous m'avez évoqué tout à l'heure un FCPR de Mirova. C'est un FCPR traditionnel ou pas? Alors c'est un FCPR traditionnel, absolument. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre de commercialisation. Et là, chez les assureurs chez qui il est disponible, il sera disponible encore quelques mois sur la première partie de l'année. Après, effectivement, c'est un fonds dit vintage, millésimé. Ok. Est-ce que vous avez dans vos cartons de nouveaux projets justement sur cette partie de mon côté? Absolument. Et donc le premier d'entre eux, enfin en tout cas le prochain, sera emmené par Flexstone, et donc sur lesquels on a envie, et on va revenir probablement au deuxième trimestre, avec une offre justement sur un produit qui là sera perpétuel par rapport à ce que vous indiquez dans votre question. Donc, fameux produit Evergreen sur lesquels on a de grandes ambitions puisqu'on devrait le lancer avec des actifs relativement conséquents et qui va nous permettre d'avoir déjà des millésimes historiques sur lesquels on va pouvoir proposer aux investisseurs de participer à un produit qui n'aura probablement pas de courbe en J étant donné sa construction. Merci beaucoup Stéphane Vautron d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve le mois prochain et petit changement dans les calendriers traditionnels. Le mois prochain, notre débat sera consacré à la PR papier. On regardera ce qui s'y passe, notamment avec le fort mouvement de baisse des taux que l'on a connu depuis le mois de novembre. Salut, à bientôt.